C'est plutôt insolite, c'est une pratique culinaire encore rarissime en France. Il s'agit de dégustation d'insectes. 20h-22h. Montbard, on le sait, c'est nourri de plancton, ces micro-éléments végétaux et animaux en suspension dans l'eau de mer. Et il a bu l'eau douce contenue dans les poissons. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Je vais manger du chien ce soir, exprès pour vous. La curiosité est un vilain défaut. Ce soir sur RTL, on vous embarque pour un tour du monde culinaire grâce à notre invité Bruno Fulini, maître de conférence à Sciences Po et chasseur de curiosités. Bonsoir. Et l'un de nos sociétaires. Mais oui, on vous avait reçu il y a quelques mois pour découvrir les terres françaises oubliées. Ce soir, ce sont donc les repas des grands voyageurs que vous nous proposez. On commence par Marco Polo. Il raconte son voyage à la fin du XIIIe siècle en Asie. Il découvre ce que mangent les Mongols. Il parle des rats de pharaon. Mais c'est quoi ça, les rats de pharaon? Oui, en fait, ce sont des marmottes, tout simplement. Alors il décrit ce que mangent les Mongols, sachant que bon, pour lui c'est quand même le degré zéro de la gastronomie, c'est-à-dire que il explique qu'il mange de toute chair. Ça veut dire qu'il mange de façon indifférenciée toute viande qui peut être grillée. On sent que d'un point de vue culinaire, ça n'a pas un grand intérêt, sauf peut-être leur boisson, le fameux lait de jument fermenté, qui d'ailleurs continue d'être consommé dans toute l'Asie centrale et en Turquie sous différents noms. C'est un peu comme notre lait ribot breton. On pourrait comparer ça, mais il faut quand même traire la jument, quoi. Ah oui. Oui. D'accord, c'est Bon pas courage, pareil. attention au coup de sabot. Au Yémen, ce sont de drôles de biscuits qui intriguent Marco Polo. De quoi sont-ils faits? Oui, parce que Marco Polo est revenu par la mer en contournant toute l'Asie. Et alors au Yémen, il est émerveillé parce que il croit avoir découvert un peuple dont on parle dans les textes de l'Antiquité, les fameux ichthyophages, donc les mangeurs de poissons. C'est-à-dire que dans une ville du Yémen, en fait, avec le poisson que l'on pêche dans l'océan Indien, on fabrique une farine. Donc on pile ce poisson et cette farine, on la mélange avec de la farine de froment. On en fait donc une pâte qu'on fait sécher au soleil et ça fait des sortes de biscottes au poisson. Il n'y a pas de raison que ce soit mauvais d'ailleurs. D'accord, et donc il dit qu'ils se tartinent en quelque sorte leurs biscottes de poisson comme nous, de nos biscottes de blé. Et si on buvait oui, parce que il y a dans votre livre Les gastronomes de l'extrême qui est publié aux éditions du Trésor un récit savoureux, et là on va prendre le temps, de beuverie à la russe racontée par Marco Polo. Oui, Marco Polo, alors qu'il n'est pas allé dans cette partie-là de la Russie, mais qui a entendu dire qu'on y buvait beaucoup, et on peut le croire, vraiment sur parole, nous explique qu'il y a des sortes de tavernes très particulières où on sert une forme de cervoise, donc une espèce de bière rudimentaire aromatisée au miel. Simplement, bon, il fait froid et donc on y passe beaucoup de temps. En fait, tout est prévu d'abord pour qu'on n'ait pas besoin de se lever. Et donc, la cervoise, comme la bière, c'est un peu diurétique, mais les dames sont assises sur de grosses éponges et donc il y a des servantes qui périodiquement enlèvent les éponges, ce qui permet de boire sans avoir besoin de se déranger. Mais figurez-vous, pas d'une élégance parfaite, on va dire. Non, ça comme c'était ça. convivial, on peut dire. Oui, et les hommes, on peut dire ça comme ça. Les hommes se débrouillaient comme ils le pouvaient, de façon peut-être plus canalisée. Mais surtout là où le récit de Marco Polo confine à l'horreur, c'est que comme ces gens passent en fait leur temps à boire dans ces tavernes, ils boivent assez vite à crédit. Et on leur avance de l'argent sur gage. Et le gage, c'est quoi? C'est leurs enfants. Et donc, quand ils sont fin saouls, les enfants partent en esclavage parce qu'il y a bien sûr des marchands venus de Crimée qui sont là à l'affût et qui, à partir du moment où la dette exigible n'est pas remboursée, partent avec le gage. Et Marco Polo raconte l'histoire d'un couple qui rentre très tard par une nuit très très froide en Russie. Qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, malgré les commodités prévues dans l'établissement, la cervoise étant décidément très diurétique, la dame se met sur le côté du chemin, se retrousse. Le problème, c'est qu'avec le froid, tout se gèle de façon absolument saisissante, donc elle se retrouve reliée à la terre. Cette pauvre femme est menacée, ça nous fait rire, mais elle risque de mourir de froid. Que fait son mari? Et vaillamment, son mari se porte à son secours. Alors il a une idée, c'est avec son haleine, non, parce que sinon les mêmes causes produiraient les mêmes effets. Non, plus astucieusement, pourrait-on croire, il décide de souffler en pensant que la chaleur de son haleine délivrerait sa femme. Le problème, c'est qu'il est barbu et donc les poils de sa barbe gèlent également. Et donc tout ce monde-là se retrouve prisonnier. Et il meurt. Et il meurt de froid. Oh, quelle histoire. Dans votre C'est horrible, mais ça m'a fait beaucoup rire. J'avoue que ça a été mon moment le plus savoureux
savoureux en lisant les gastronomes de l'extrême. C'est-à-dire, voilà, dans les gastronomes de l'extrême, publiés aux éditions du Trésor. Et quel trésor, Bruno Fulini. Vous commencez par rappeler dans votre livre que les tabous, évidemment, évoluent en fonction des lieux et des époques. Par exemple, aujourd'hui, manger du dauphin, c'est plutôt mal vu. Oui, je pense que ça tomberait sous le coup d'un certain nombre de lois même, alors que bien sûr, lorsque vous êtes au 18e, au 19e siècle, on n'a pas du tout la même perception de la nature qu'aujourd'hui. On se pose pas la question de la biodiversité. La nature paraît une sorte de réservoir inépuisable. Et puis, il y a aussi, je dirais, l'éthique du voyageur. Le voyageur aime raconter qu'il a mangé des choses incroyables. Et le fait d'avoir mangé un animal prestigieux, un animal beau, un animal combatif, ça veut dire qu'on a incorporé quelque part sa force en le mangeant. Et d'où ces récits assez étonnants que l'on trouve et que j'ai trouvé dans des mémoires, dans des récits d'explorateurs ou dans des journaux anciens qui racontaient les aventures maritimes et coloniales. Ça veut dire que les siècles précédents étaient plus ouverts finalement à la dégustation, au goût des viandes exotiques? Alors disons qu'on était fascinés, parfois horrifiés. Et puis bon, les voyageurs ont toujours su jouer un petit peu avec l'effroi de leur auditoire, montrer qu'ils étaient quand même des hommes extraordinaires d'avoir goûté des choses dont on n'a pas idée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça n'est pas du tout figé, l'alimentation, la gastronomie. Si on nous servait aujourd'hui un repas français du Moyen-Âge, nous aurions beaucoup de mal à manger du hérisson, du héron, des mélanges sucrés-salés, parce que c'était une nourriture fadasse et qu'on aromatisait avec du miel ou des confitures. C'était un petit peu spécial. Ce qui se trouve aujourd'hui sur notre table, les pommes de terre, les tomates, les épices, et puis au dessert, la vanille, le chocolat, le café, ça nous vient du bout du monde en fait. Et ce que nous considérons comme un repas traditionnel français aujourd'hui est très largement exotique par rapport à un repas médiéval qui lui serait immangeable. Bruno Fulini, l'origine des mots est également révélatrice. Barbecue par exemple, ça vient d'où? Barbecue. Ou barbecue si vous voulez. En fait, il faudrait dire barbacoas. Et la prochaine fois que vous ferez une grillade comme cela, ça a l'air tout à fait innocent, sympathique. Le mot vient tout simplement des langues amérindiennes, puisque les Indiens Caraïbes appelaient comme cela les grillades qu'ils faisaient, mais c'était des grillades de chair humaine. Donc vous voyez, les mots ont voyagé et nos innocents barbecues proviennent de scènes qui ont été observées par les premiers Européens, un petit peu effarés bien sûr, sur les rivages de l'Amérique nouvellement découverte. Justement, des cannibales, les grands explorateurs en ont croisé beaucoup et ils ont rapporté des recettes effrayantes. On vous les fait découvrir ce soir sur RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Vous voulez manger du phoque, des sauterelles ou de l'hippopotame? Pas besoin de partir pour un long voyage. Notre invité a regroupé les récits culinaires des plus grands aventuriers de Marco Polo à Alain Bombard et pas Bobard, et des inventeurs d'aventures aussi, Alexandre Dumas ou Jules Verne. Bruno Fulini, ces grands voyageurs ont souvent croisé des anthropophages, des cannibales. Marco Polo par exemple, tiens, on en parlait tout à l'heure. À quoi assiste-t-il sur l'île de Sumatra? Alors c'est le moment de son retour par la mer. Il quitte la Chine, il arrive à Sumatra, donc dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Indonésie. Et là, il avance de l'existence d'un peuple assez sauvage, qui sont les Bataks. Et les Bataks pratiquent quelque chose qui est connu aujourd'hui des ethnologues, qu'on appelle la patrophagie. La patrophagie, c'est pas très sympa puisque ça consiste à manger sa famille, en fait, ses parents, étymologiquement. C'est-à-dire que chez les Bataks, lorsque un aïeul ne se porte pas très bien, on fait venir des sortes de sorciers qui se penchent sur lui, qui font des incantations pour voir s'il va guérir ou pas. Et vous n'avez pas trop intérêt à tomber malade en période de disette, parce que si les sorciers sont sceptiques, eh bien on active la mort par étouffement. Et puis toute la famille se rassemble et les obsèques se confondent avec le repas. C'est-à-dire que en fait on mange le défunt, on mange le parent. Alors évidemment c'est propre à des sociétés très particulières où la ressource est rare et en même temps qu'il y a une dimension alimentaire, il y a aussi une dimension religieuse. C'est-à-dire que en fait le défunt va se réincarner dans ceux qui le mangent. Il y a une sorte de transmission de la vie à travers ce rituel, alors qui nous paraît effarant, barbare. Et, on est au XIIIe siècle, c'est l'époque. Oui, on est au XIIIe siècle, mais ça a continué après. Et puis ça existe dans d'autres peuples, la patrophagie, même si c'est évidemment un cas tout à fait extrême. Mais là, Marco Polo raconte qu'il mange tout. Il faut absolument tout manger, parce que si vous laissez un morceau qui va pourrir, qui va faire des vers,
funéraire, eh bien c'est une partie de l'âme du défunt qui va errer dans la peine. Et donc on mange tout, vraiment tout ce qui est mangeable est dévoré par la famille, sachant une fois encore qu'on est dans un univers de grande pénurie, et seuls subsisteront les os bien nettoyés qui, eux, feront l'objet d'un rite funéraire. Ils seront mis dans la montagne sous un petit hôtel en quelque sorte. Alors petit commentaire de l'observateur qui est Marco Polo, ce sont de très mauvaises manières et un usage détestable. Bon, on le rejoint. D'autres ont partagé les coutumes locales. Par exemple, Paul de la Gironnière, c'est un Français, un Breton pour être plus précis, qui doit donc aussi apprécier le fameux les ribots dont on parlait tout à l'heure, ou les juments fermentés. Quand et où est-ce qu'il a fait parler de lui, Paul de la Gironnière? Alors, Paul de la Gironnière, très précisément, est un Nantais, donc je vous laisse juger son degré de bretonitude. Voilà, c'est un Nantais, mais qui est parti très loin de ces querelles-là, puisqu'il est parti aux îles Philippines au milieu du 19e siècle, et là, il a pris possession d'un immense domaine sur une presqu'île à l'intérieur d'un lac. Il est devenu roi de Jala Jala, et il a publié le récit de sa vie, qui est un texte magnifique, et simplement, pour parvenir à cette royauté, il s'est pas mal battu, et à un moment, il a mené une petite guerre avec une tribu qui était les Tinganes contre une autre tribu qui a été vaincue. Et évidemment, le soir, c'est la fête, on est content, il est à côté de ses alliés, on va boire, on va manger, on va faire la fête, on va danser. Il y avait juste une petite chose qu'il ignorait, c'est la coutume, évidemment, en cas de victoire, on boit le basi. Alors le basi, c'est une forme de rhum, de jus de canne fermenté, avec cette petite fantaisie. Il y a un ingrédient supplémentaire. Il y a un ingrédient supplémentaire, c'est qu'en fait les jeunes filles du village vont ouvrir le crâne des ennemis vaincus, vont en extraire la cervelle, vont piler la cervelle et vont de leurs jolies mains la mélanger à ce rhum. Et c'est cette boisson qui est servie. Alors en fait les hommes s'assoient en cercle et on fait tourner un grand vase fait de ce mélange dans lequel on puise avec une sorte de petite tasse en osier, c'est-à-dire qui laisse partir la partie la plus liquide et qui ne garde que ce qui est un peu plus consistant. Et c'est ce délice donc qui fait le tour du cercle jusqu'au moment où Paul de la Gironnière comprend que il ne peut pas ne pas goûter parce que ce serait offenser ses alliés, ce serait nier la victoire. Et donc alors ses souvenirs sont très ambigus. Lui dit qu'il l'a porté à ses lèvres et qu'il a fait semblant, et puis qu'il l'a passé à son domestique qui se serait acquitté de son devoir. Personne ne sera là pour vérifier, mais c'est sans doute un des récits les plus abominables que j'ai pu trouver dans les souvenirs d'explorateurs et d'aventuriers. Il y en a quelques autres, Bruno Fulini, dans votre livre Les gastronomes de l'extrême, qui est publié aux éditions du Trésor. Vous racontez l'histoire de cette expédition qui convoie du matériel médical en Australie. On est à quelle époque? Vous en souriez déjà. Et que se passe-t-il? C'est un texte fou, vraiment fou, qui a été publié dans le Journal des voyages et des aventures de terre et de mer. Il s'agit d'une expédition qui va en Australie au moment où commence tout juste la colonisation de l'Australie, donc nous sommes encore au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, et bien les Anglais ont l'idée de créer une petite faculté de médecine en Australie. Et qui dit faculté de médecine dit matériel d'enseignement, matériel pédagogique. Donc il y a un bateau qui transporte le matériel nécessaire pour installer cette faculté. Le problème, c'est qu'il fait naufrage, et donc on se retrouve sur la grève avec les caisses, les naufragés, qui sont dans une situation très critique. Arrivent des aborigènes, avec des peintures de guerre, donc ça démarre assez mal, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et simplement les aborigènes ouvrent les caisses, et là découvrent que il y a des choses qui ont l'air tout à fait délicieuses, puisqu'on a en fait, vous savez, tous ces éléments d'anatomie qu'on utilisait autrefois pour les montrer aux élèves, pour leur montrer ce que c'était qu'un cœur, un foie, etc. Alors ce sont des pièces préparées, c'est-à-dire qu'elles sont colorisées avec de la peinture, elles sont plâtrées pour être plus durcies, et on nous décrit une espèce de repas ahurissant où tout le monde se met à croquer ces pièces anatomiques de démonstration, jusqu'au moment où l'on ouvre la dernière des caisses qui renferme, alors là, quelque chose d'encore plus singulier, des bocaux avec des spécimens. Et les spécimens, dans quoi sont-ils conservés? De l'alcool. De l'alcool. Et donc on ouvre les bocaux et tout le monde se met à boire cet alcool, à se saouler à l'alcool, donc de l'alcool à 90, et à faire rissoler les spécimens anatomiques. Bon, et du
coup, les naufragés auront la vie sauve parce que tout le monde le lendemain a à la fois l'estomac plein et puis tout le monde est content. Une gueule de bois quand même. Ils sont pas tombés malades après avoir mangé ça? Disons que ça devait être quand même un petit peu rude parce que non mais je pense surtout des maux de tête importants parce qu'une cuite à l'alcool à 90, bien sûr, j'en profite pour dire que ce livre n'a aucune vocation pratique et il ne s'agit pas d'imiter les recettes qui sont données. Et donc les naufragés vont pouvoir partir et simplement on leur a fait promettre d'envoyer une nouvelle cargaison de petits blancs à l'eau de feu et Louis Bousnard, l'auteur de ce texte, dit que bien sûr il n'a jamais tenu parole. Allez, des menus de voyageurs, on en a encore beaucoup à déguster ce soir sur RTL. Ceux d'Alexandre Dumas par exemple. Vous prendrez bien une brochette de belette à la mexicaine, Sidonie? Avec plaisir, si j'ai le droit de noter la recette, Bruno Fulini. On va la noter. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. RTL. C'est donc un voyage tout compris que l'on vous propose ce soir dans la curiosité avec menu découverte inclus. C'est ce qu'on appelle l'all inclusive, c'est ça, Thomas Hugues? On est en voyage avec notre invité Bruno Fulini, auteur et maître de conférences à Sciences Po depuis tout à l'heure. Vous nous faites découvrir les recettes racontées par les plus grands explorateurs et aventuriers de retour d'expédition. On va maintenant s'intéresser, évoquer le grand dictionnaire d'Alexandre Dumas. Bon, on parle d'Alexandre Dumas père, c'est ça? Père, tout à fait. L'auteur du Comte de Monte Cristo et des Trois Mousquetaires. Et des Trois Mousquetaires. C'était un grand voyageur, Alexandre Dumas père. Oui, c'était un grand voyageur. Il aimait en particulier beaucoup naviguer, donc il a beaucoup navigué en Méditerranée en particulier. Il est allé en Afrique du Nord, en Orient. Il s'est promené aussi en Russie. Et puis c'était un gourmand, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'aventuriers qui ont mangé ce qu'il y avait et qui s'en sont accommodés, lui il est revenu avec des souvenirs, avec des idées de recettes. Et à la fin de sa vie, il s'est lancé dans l'écriture de ce grand dictionnaire de cuisine, qui est en fait un livre qui l'a tué. Il en est mort parce qu'il goûtait à tout, il faisait faire les recettes et il avait doublé de volume à la fin. Et le livre est paru à titre posthume. Alors il y a à la fois, c'est un livre extraordinaire. Il y a à la fois des recettes classiques de la gastronomie française, européenne. Il y a plein de considérations tout à fait intéressantes. C'est dans ce livre que j'ai appris quand vous faites un gigot d'agneau, eh bien si vous mettez dedans des petites pistaches, au lieu de mettre de l'ail qui dénature tout, vous mettez des pistaches. Les pistaches se gorgent de la graisse de l'agneau et c'est absolument sublime. Vous avez essayé, J'ai essayé, tout à fait. Et ça, c'est tout à fait bon. Enfin, une bonne recette. Voilà. On mangeait du cerveau dans de l'alcool à 90. Voilà, là c'était la pause fraîcheur, mais ça ne va pas durer. Mais ça ne va pas durer parce que Dumas, avec son côté ogre, si vous voulez, a voulu goûter à tout et bien sûr avec beaucoup de plaisir. Il rappelle que dans différents pays, on mange des animaux qui paraissent incroyables. Par exemple, il donne des recettes d'ours, qui est un régal à la table des rois de Prusse, qui est très apprécié, nous dit-il, des Yakoutes. Il nous raconte qu'en Sibérie, quand un Yakoute voit un ours, d'abord il le salue, il ôte son bonnet respectueusement, et puis si l'ours est agressif et qu'il faut le tuer, on lui tire dessus. Et puis au moment où l'ours agonise, le Yakoute vient et lui dit: ce ne sont pas nous qui te tuons, ce sont les Russes. Pour le cas où l'esprit de l'ours voudrait se vendre. On pense à dire ça la prochaine fois qu'on va à la boucherie. Et ensuite, on prépare l'ours et Dumas nous donne une recette de pied d'ours, alors très compliquée évidemment, mais qui a l'air assez bonne. Et de la même façon, il s'intéresse à toutes sortes de recettes exotiques et en particulier à la soupe à la tortue ou à une variante. Alors la soupe à la tortue, c'est un grand classique du voyage maritime, mais Dumas cherche à la perfectionner et nous donne une recette de ce qu'il appelle le calap, mot d'origine américaine, parce que la tortue fait partie de ces malheureux animaux qui transportent sur eux la casserole dans laquelle on va les faire cuire. Donc il appelle ça la calap à la Dumas, donc il a carrément donné son nom à la recette. Disons que c'est la recette qui a fini par prendre ce nom-là. C'est une soupe à la tortue, mais améliorée. La tortue, déjà moi je la chair, c'est-à-dire que le problème c'est l'ouverture. Alors le récit est assez, la langue est très belle, la langue de Dumas, je veux dire le français. En revanche, ce qu'il décrit est terrifiant parce que il faut l'ouvrir cette pauvre tortue. Donc là, on commence par la pendre par la. D'abord on la la pêche en nageant, on la retourne, c'est de la tortue bien sûr de mer. Puis on la hisse à bord, donc elle est littéralement pendue par le cou. De là, on l'ouvre et elle se dégorge de son sang, donc ça dure des heures. C'est vraiment un récit atroce. Et à la fin, on extrait de l'intérieur de la carapace des quartiers de viande que l'on fait cuire. Et en fait, la subtilité, c'est que, alors évidemment, vous pouvez pas faire ça en mer si vous n'avez rien préparé, mais
avec ces morceaux de tortue et le bouillon issu de la cuisson, eh bien, vous pouvez faire des quenelles de volaille à côté. Et donc les quenelles de volaille, vous allez les mouiller avec le jus de cuisson et vous allez servir tout ça, sachant qu'il faut un petit verre de madère, évidemment. Ça, le madère va toujours avec la soupe à la tortue, quelles que soient les recettes. Et puis quelques épices. Et Dumas en parle avec beaucoup d'émotion. On sent qu'il a goûté des choses approchantes, mais surtout il a cherché à perfectionner ses recettes. Et par exemple, il donne aussi des recettes de pied d'éléphant. Le pied d'éléphant à la Dugléré. Oui, il dit c'était un menu de roi. Alors pourquoi il dit ça? Alors d'abord parce que c'était le roi de Siam ou le roi du Cambodge, vous voyez, en Asie, qui pouvait servir ce genre de mets un petit peu compliqué. D'abord, il faut quand même un éléphant. Bon, il faut le tuer. C'est un plat qui est très long à faire parce que les pieds d'éléphant, la chair des pieds d'éléphant doit d'abord mariner pendant 4 heures, puis il y a plus de 10 heures de cuisson avec toutes sortes d'ingrédients. Donc c'est un plat coûteux, difficile et long. Mais surtout, ce qui est remarquable, c'est que cette recette dont il a entendu parler, parce que Dumas n'est pas allé aussi loin que cela lui-même, eh bien, il l'a soumise à Dugléré, qui était un des grands cuisiniers de son temps. Au départ, Dugléré, c'était le chef de cuisine du baron Rothschild. Et ensuite, il s'est mis à son compte. Donc, c'est un des grands restaurateurs du milieu du 19e siècle. Et en particulier, c'est lui qui est au fourneau du Café Anglais, le restaurant où vont toutes les grandes cocottes de l'époque de Dumas. Et Dugléré accepte de rédiger des recettes, ce qui fait qu'on a véritablement des recettes comme dans un livre de cuisine, avec les proportions, les temps de cuisson, le vocabulaire professionnel des cuisiniers pour apprêter des pieds d'éléphant. Bon, il faut trouver l'éléphant. On a quand même beaucoup parlé. C'est une blague, évidemment. Hein. Pardon, n'allez pas chasser l'éléphant à cause de nous. C'est vrai, on parle de l'éléphant, mais on a quand même beaucoup parlé des brochettes de belette à la mexicaine. Ah mais oui, c'est vrai. Vous m'avez tenté avec Thomas Hugues et hop, on n'en parle pas. Alors ça, c'est une recette aussi d'Alexandre Dumas père. Oui, mais c'est une simple grillade en fait. C'est une simple grillade. C'est surtout l'étrangeté de manger de la belette, quoi. Tout simplement, c'est un animal qu'on ne s'attend pas trop à trouver sur une table. Alors dans votre livre, Bruno Fulini, les gastronomes de l'extrême aux éditions du Trésor, vous citez souvent les recettes d'un dénommé Hector France. Mais qui est-ce? C'est un grand oublié, c'est à la fois un aventurier, un voyageur, un écrivain et un drôle de gourmet, un utopiste aussi. Hector France donc est français, comme son nom l'indique bien. Au départ, il est officier dans l'armée au 19e siècle, mais c'est un drôle d'officier assez mal pensant. Alors il va passer 11 ans de sa vie en particulier en Afrique, surtout en Afrique du Nord, mais ce qu'il voit, la façon dont est colonisée l'Afrique du Nord lui déplaît profondément. Dans les années 1880, il écrira un livre qui va faire scandale, Sous le Murnous, qui est une des premières critiques de ce qu'on appellera plus tard le colonialisme. Mais Hector France est également un rédacteur occasionnel du Journal des Voyages, c'est ce journal qui était proposé aux petits Français pour les faire voyager et peut-être pour les inciter à aller aux colonies. Et il a tenu pendant plusieurs mois une rubrique étrange dans laquelle j'ai évidemment puisé, qui s'appelait Les horreurs de l'alimentation. Alors dit comme ça, on a l'impression qu'il les condamne, mais pas du tout. Donc il décrit toutes les choses un peu étranges qui sont mangées par les différents peuples du monde. Mais Hector France, donc qui est cet homme de gauche, très universaliste, un peu esprit fort, voulant montrer qu'il les dégageait de tous les préjugés, eh bien en tire argument pour dire mais finalement nos grenouilles épouvantent les Anglais. Pourquoi est-ce que nous serions épouvantés par les sauterelles ou autres choses qui sont mangées ici ou là à travers le monde? Parce qu'on en mangeait, c'est drôle, les sauterelles, c'est devenu un thème à la mode. Aujourd'hui, on dit il va falloir manger de plus en plus d'insectes et de sauterelles pour avoir notre ration de protéines. Oui, dans une humanité en expansion démographique, c'est une option qui est de plus en plus envisagée par les scientifiques. Mais si vous lisez la Bible, une interprétation de la fameuse manne qui est venue secourir les Hébreux qui crevaient de faim dans le désert, c'est peut-être un simple nuage de sauterelles. Car en Afrique, en Orient, il y a beaucoup d'endroits où aujourd'hui encore, on mange des sauterelles. Et figurez-vous que, parce que les sauterelles les plus appréciées sont les sauterelles femelles, gorgées d'œufs. Et Livingstone, qui a goûté ce type de sauterelles au départ avec un peu de curiosité et quelques doutes, eh bien les a trouvées délicieuses et a fait scandale en Angleterre à son retour en expliquant que ça avait le goût du caviar. Donc si vous voulez faire des économies pour les fêtes, c'est une solution toute simple. On note votre conseil, Bruno Fulini, et on continue notre voyage gastronome, oui, avec on va manger vous. Du chien. Bah oui, c'est ça, non. Bah oui, on va manger du chien. Mais pas le mien. Ah bah non. Non, d'accord. Non, sûrement un pas autre tout de suite. chien. C'est Dido, Life for Rent. Ouf. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Avec Bruno Fulini, la curiosité. Bruno Fulini qui publie Les gastronomes de l'extrême aux éditions du Trésor. Ça nous met en joie, tous ces plats, oui, c'est ces génial. recettes qu'on ne fera jamais. Ah maman, tu me fais pas ça ce week-end, hein? J'espère que non, parce que surtout la prochaine, elle est signée Alain Bombard. Alors vous nous rappelez, Bruno Fulini, qui était Alain Bombard? Alain Bombard, c'était un médecin biologiste qui s'est intéressé aux questions de la survie en mer et qui a testé sur lui-même, c'est-à-dire qu'à bord d'un canot pneumatique, le genre de canot qu'on appelle un bombard aujourd'hui d'ailleurs, a tout simplement traversé l'Atlantique en 1952, depuis Casablanca au Maroc jusque dans les Antilles, et en vivant uniquement de ce qu'il pouvait se procurer, c'est-à-dire que d'une part, avec un petit filet, mais à maille très très fine, il filtrait le plancton, c'est-à-dire qu'il récupérait ces micro-organismes qui sont dans la mer et qui apportent de quoi se sustenter, même si c'est pas bon du tout. Et puis il buvait un petit peu d'eau de mer, mais comme elle est salée, il faut vraiment en boire très peu, c'est très dangereux. Et puis surtout de l'eau qu'il obtenait en pressant des poissons. C'est comme ça qu'il se réhydratait en quelque sorte. Voilà. Et alors, il raconte, c'est la recette que vous nous proposez dans votre livre, qu'un jour, le jour de son anniversaire en plus, le sort lui fait un cadeau. C'est quoi ce cadeau? Eh bien, il y a un oiseau de mer. Évidemment, il est environné d'oiseaux de mer qui tournent autour, qui l'embêtent. Et un oiseau s'abat sur le canot. Et lui, qui n'a pas mangé de viande depuis très longtemps, s'empare de la pauvre bête, l'estourbille et le mange. Mais simplement, il n'a aucun moyen de cuisson. Donc, il va faire une sorte de tartare d'oiseau de mer et comme il est prévoyant et que l'oiseau est quand même de bonne taille, en fait il n'en mange qu'une partie, très content de ce cadeau d'anniversaire, et puis il en garde une deuxième partie pour le lendemain et il s'endort et pendant la nuit, il a une espèce d'hallucination, c'est ça? Il est réveillé, il voit quelque chose d'effrayant et en fait c'est tout simplement les gaz qui émanent de la charogne qui sont en train de faire comme une sorte de fantôme à travers la voile. Et c'est comme si l'oiseau se vengeait d'un certain point de vue. Alain Bombard, qui est un homme qui avait beaucoup d'humour, qui ensuite fera une carrière politique, il sera même secrétaire d'État à l'écologie en 81. Lorsqu'il écrit ce livre, raconte qu'au pire moment de sa traversée, entre deux festins de plancton, il dort et il fait des cauchemars gastronomiques. C'est-à-dire qu'il revit les bons repas de sa vie passée et il voit danser littéralement les lièvres à la royale, les grands crus classés, etc. Et il a parié avec un Français qu'il réussirait. Donc s'il échoue, c'est lui qui paye le repas, mais s'il réussit, il se fera inviter et il compose à l'avance le menu gigantesque qu'il mangera s'il réussit, et il va réussir. Alors maintenant, on va tenir notre promesse grâce à vous, Bruno Fulini. On va manger du chien. Alors on commence par, je vous propose, un jambon de chien fumé au genièvre, pardon. C'est une jolie formule. Du chèvre, si oui, vous voulez. Oui. Le jambon de chien fumé au genièvre, ça se déguste où et quand, ça? Alors ça ne se déguste plus à ma connaissance aujourd'hui, mais c'était une recette de certaines tribus amérindiennes du côté de Terre-Neuve. Sinon, le chien est surtout connu pour être consommé en Chine de très longue date. Et ça continue, même si c'est un peu en recul aujourd'hui. C'est assez mal vu parce que la Chine s'occidentalise, mais il y a encore en Chine des restaurants où on mange du chien, des marchés où on vend du chien pour la consommation alimentaire. Et Alexandre Dumas nous donne une recette assez terrifiante, puisque le pauvre chien d'abord est maintenu dans une petite cage. Faut surtout pas qu'il se dépense, faut qu'il enfle, voilà. Mais alors c'est pas de la mauvaise graisse parce que on le nourrit pas trop et surtout on entretient sa faim pour qu'il ingère également ce que les chiens ne mangent pas volontiers, c'est-à-dire des herbes, évidemment des herbes aromatiques qui vont parfumer la viande. Alors si on regarde dans un très vieux texte, le Li Qi, qui est le vieux livre des bienséances chinoises, on trouve d'autres recettes, en particulier le foie de chien qui est cuit en fait bardé, si vous voulez, dans la graisse des intestins. Comme un foie gras, non? Comme un tourne-dos plutôt, comme un tourne-dos. Alors ça nous paraît barbare, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le chien, c'est déjà un succès d'année pour les Chinois, puisque de très longue date, et ça vient sans doute des Mongols, les Chinois mangeaient du loup. Et dans le même Li Qi, on trouve une recette, alors à la base assez simple, c'est le riz à la graisse de loup. Il faut juste se procurer
une cage thoracique de loup. Voilà. Mais si vous avez chez votre boucher une cage thoracique de loup, vous pouvez appliquer cette très ancienne recette chinoise. Alors on parlait des insectes tout à l'heure, on se disait bon après tout des sauterelles, on peut peut-être manger des sauterelles, ça ressemble aux crevettes, on va y arriver. En revanche les cafards, les hannetons, tout ça on n'a pas très envie. Et pourtant il y a une soupe aux hannetons qui est restée célèbre, Bruno Fulini. Oui, pourquoi ? c'est le potage aux hannetons du sénateur Testelin, parce que il y avait au 19e siècle une société d'insectologie qui déjà essayait d'inciter les Européens à se nourrir d'insectes, parce que c'était une façon de régler le problème de la faim et de la misère. Il y avait une dimension sociale. Et parmi ses membres, il y avait un sénateur du Nord, Achille Testelin. Et un jour, à la tribune du Sénat, il n'a pas hésité à donner la recette à ses collègues, ce qui fait d'ailleurs que la recette est au journal officiel, comme l'ensemble des débats parlementaires. C'est à ma connaissance d'ailleurs la seule recette de cuisine qui figure au journal officiel. Et alors ce qui est très drôle, c'est que vous avez à la fois la recette, donc vous prenez des hannetons, vous les écrabouillez sur un tamis, alors il y a même deux options, soit si c'est un jour maigre, parce qu'il est respectueux évidemment des observances religieuses, c'est un jour maigre, vous balancez simplement de l'eau bouillante dessus, ça fera un bouillon clair, sinon vous pouvez mettre un vrai bouillon avec de la viande, et donc ça va rendre la chose un petit peu plus consistante. Et surtout ce qui est très drôle, c'est qu'on a les mouvements de séance, c'est-à-dire les cris d'horreur et les exclamations de ses collègues sur les bancs du Sénat. Et donc cette soupe a un caractère pour ainsi dire officiel, mais je ne pense pas qu'on la serve au Sénat. Non, parce que le Sénat c'est une des bonnes tables de la République, réputée pour ça. Bruno Fulini, après une bonne soupe de hanneton, rien ne vaut un petit dessert sucré, des fourmis au miel. Alors les fourmis au miel, c'est une gourmandise. Alors c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Il s'agit surtout pas de plonger de malheureuses fourmis européennes dans du miel. Ce serait dans stupide. Un pot de miel, non, c'est pas ça. Non, vraiment, c'est pas ça du tout. En fait, il existe en Amérique centrale une variété de fourmis qui stockent du miel dans son abdomen. Donc les fourmis traînent un énorme abdomen gorgé de miel qui est une réserve pour la colonie. Ce sont des bonbons au miel. Et alors ce sont des bonbons vivants, tout simplement, que les Indiens croquent tout vivant. Donc vous avez à la fois les protéines de l'insecte et le sucre du miel d'un seul coup. Ah, c'est génial ça. Ça nous dit. Bah oui, ça donne presque faim. Jules Verne miel. aussi, il a inventé des recettes. Son capitaine Nemo, Capitaine Nemo, il avait une caractéristique, c'était quoi ? Bien sûr, le capitaine Nemo ne mange pas d'animaux terrestres, et donc il y a un fabuleux menu qui est donné où non seulement il y a du poisson, mais il y a toutes sortes de plats issus de la mer, comme des conserves d'holoturie par exemple, ou la délicieuse confiture d'anémone de mer. Et ben voilà, on termine là-dessus. Merci beaucoup Bruno Fulini, les gastronomes de l'Extrême, c'est publié et c'est passionnant aux éditions du Trésor. Plein de recettes, mais à ne pas expérimenter chez soi. Non, évidemment. Attention, c'est juste à lire. Et comme toujours avec vos livres, la couverture s'ouvre, c'est une carte magnifiquement dessinée. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. On est ravis d'avoir passé cette nouvelle soirée avec vous. On se retrouve demain.